La Farandole, c'est plus qu'une boulangerie française. Ouvert de 7 h jusqu'à 19 h, tout comme notre comptoir de pâtisserie, brioches, muffins et divers pains maison. Venez savourer nos petits déjeuners dans notre restaurant champêtre, sans oublier notre salon de thé convivial. Chez nous, pas de micro-ondes, pas de chimie, ni de gras trans. La Farandole, c'est naturel. Docteur Monzé, un plaisir. Bon retour. Merci bien. Nouveau chroniqueur. C'est Oui. deuxième, troisième visite, là, déjà. Oui, troisième déjà. Oui, troisième visite. Il y a des chiffres qui font peur, là, des nouveaux chiffres qui donnent des frissons aux parents, ou pourraient donner des frissons aux parents. Là. C'est 3,6 milliards de, millions de prescriptions de Ritalin. Et puis, c'est près de la moitié qui sont au Québec, près environ. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a des spécialistes qui disent bon, on fait un bon travail, on dépiste des cas de TDAH, et puis bon, il y a un bon suivi et tout ça, mais il y a un autre côté où on sonne une cloche d'alarme, et vous, c'est un peu votre son de cloche aussi, là. Il y a une prise de conscience à avoir, là. En fait, quand on travaille dans une clinique, que ce soit à l'intérieur d'un hôpital ou dans une clinique privée, dans une clinique de famille, on ne se rend pas toujours compte des dynamiques globales. Oui. Mais donc, localement, je pense que les gens tentent de bien faire leur travail. Premièrement, ils sont en contact avec la souffrance. La souffrance de l'enfant qui a de la difficulté à pouvoir opérer dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la famille. Il y a la souffrance des parents, il y a la souffrance des enseignants, la souffrance de l'équipe psychosociale qui accompagne les enfants et les professeurs dans les écoles. Et donc, on essaie de pouvoir trouver une manière d'aider l'ensemble de cette personne-là en prescrivant éventuellement des médicaments. Je donnerai un chiffre. En 2011, on a dépensé au Québec 120 millions de dollars pour payer le Ritalin et les médicaments qui sont des compétiteurs du Ritalin. Oui. Donc la question serait, qu'est-ce qu'on fait? Le Concerta, l'Adderall, le Strattera et autres. La question qu'on peut se poser d'un point de vue plus global, est-ce qu'on met notre argent au bon endroit? Est-ce que, oui, on diagnostique peut-être plus facilement et mieux dans des hôpitaux, par exemple l'hôpital Rivière-des-Prairies ou l'Institut Douglas, qui sont des hôpitaux psychiatriques qui se sont bien développés, qui ont développé des critères différenciés pour arriver à voir quels sont les enfants qui sont vraiment en souffrance. Mais si je prends ce qui se passe à l'hôpital Rivière-des-Prairies, quand ça arrive là-bas, 9 fois sur 10, ils vont enlever des diagnostics qui ont été posés. C'est vrai. Hein? Donc, c'est-à-dire que parfois, on va mal comprendre l'enfant. Oui, l'enfant va bouger. Oui, l'enfant va partir de la lune. Oui, l'enfant va être distrait. Oui, l'enfant va être va se désorganiser. Mais qu'est-ce qui motive ces comportements-là? Et parfois, on oublie de se poser cette question-là. Oui. Et quels sont les critères, justement, pour dire qu'un enfant, vous disiez qu'ils enlèvent des fois des diagnostics au niveau de l'hôpital Douglas. Quels sont les critères pour dire qu'un enfant a un problème neurologique, et c'est important de le mentionner, c'est neurologique, tout ça, donc, quels sont les critères? Mais déjà, dans la question que vous me posez, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est neurologique et qu'est-ce qui ne l'est pas? L'affection, vous pouvez avoir pour quelqu'un, c'est neurologique. Quand vous conduisez une voiture, c'est neurologique. Quand vous avez faim, c'est neurologique. Donc, dire que c'est neurologique, tout est neurologique. Oui, OK. D'accord? Donc, ça c'est une première problématique en tant que telle, c'est que parfois, on utilise des mots qui sont sortis hors de leur contexte et à partir de ce moment-là, ça devient difficile pour le parent qui n'a pas nécessairement la connaissance que les spécialistes, les experts comme moi, on a développé et qui se disent, oui, mais qu'est-ce qu'il a vraiment mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la difficulté qui est là présente? Donc oui, les professionnels vont utiliser un certain nombre de critères que vous allez retrouver sur des sites comme Passeport Santé, Canoë Santé aussi. Donc il y a un certain nombre de critères qui, si on les rencontre, on dit qu'il faut en rencontrer 6 sur 9 pour pouvoir dire que l'enfant a plutôt un déficit d'attention, a de l'hyperactivité ou il a les deux.
Mais Au-delà de ça, hyperactivité, il faut aussi en rajouter, là. Il faut aller... Il y a TDA, il y a... Oui, c'est ça. Le TDA, c'est le trouble déficitaire de l'attention. Là, il faut en avoir 6 sur 9. Et puis après ça, avec ou sans hyperactivité, là, il faut en rencontrer 4 sur 6. Quelque chose dans ce genre-là? Si on va là-dedans, mais au-delà de ça, le problème, c'est que quand on ne regarde pas correctement l'enfant et qu'on ne fait pas appel à une équipe multidisciplinaire, on risque peut-être de passer à côté de choses qui sont problématiques. Je vous m'explique. Quand on prend des souris en laboratoire, on prend des souris qui sont anxieuses, on les a génétiquement programmées pour qu'elles soient anxieuses, et on prend des souris qui sont génétiquement programmées pour être hyperactives. Oui. D'accord? Quand vous les mettez dans un espace de jeu, il y a des roulettes, il y a des petits ponts, il y a des labyrinthes, les souris hyperactives vont tout le temps bouger. Quand vous prenez les anxieuses, à ce moment-là, les premières minutes, ça peut durer 15 à 20 minutes, elles vont figer, elles ne vont pas bouger. Mais au moment où elles vont commencer à bouger, elles vont bouger plus que les hyperactives. Et pire, quand vous leur donnez la possibilité de prendre de la cocaïne, ce sont les souris anxieuses qui vont chercher de la cocaïne et pas des souris qui sont hyperactives. Parce que les souris hyperactives, elles ont simplement une habitude de bouger beaucoup plus. Donc chez l'humain, si on ne voit pas... Ce que vous dites, c'est que l'enfant qui regarde par la fenêtre, lui aussi peut avoir un problème. Oui, mais ça, à ce moment-là, on peut dire éventuellement c'est un déficit d'attention. Mais si vous êtes... Regardez, si on n'est pas bien dans notre peau, si on n'est pas bien dans la situation de classe parce qu'il y a trop d'anxiété, on a l'impression que le professeur n'est pas gentil avec nous aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer, on n'a pas le droit d'être un enfant parce qu'il faut être en classe. D'accord? C'est certain que l'enfant doit aller à l'école pour pouvoir développer son métier, mais en même temps, il faut comprendre que les classes sont des lieux de grande anxiété pour les enfants. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir deux types de réactions. Vous allez avoir un type de réaction où l'enfant va vouloir s'opposer ou s'enfuir, mais s'opposer au professeur ou s'enfuir de la classe, en général, ça ne marche pas, d'accord? L'enfant comprend très vite qu'il y a trop de conséquences désagréables là-dessus, donc la seule alternative qui lui reste, c'est de partir dans la lune. Donc on va dire éventuellement, si on ne regarde que ça, on va dire, ben oui, il y a de l'inattention ou un déficit d'attention, il y a de l'hyperactivité, l'enfant bouge tout le temps, il est tout le temps en train de gigoter sur sa chaise, mais tout son corps lui dit, t'es pas bien, bouge. Enfuis-toi, pars. Ce que nous, en tant qu'adultes, on va faire au moment où on est anxieux, on va mettre en place des stratégies pour pouvoir gérer notre anxiété. On va aller faire du power training, on va aller marcher, on va fumer une cigarette pour celui qui va fumer. Donc, on peut mettre en place toute une série de choses que l'enfant ne peut pas nécessairement dans un contexte scolaire. Et c'est correct, on est dans un contexte scolaire. Maintenant, est-ce qu'on peut soutenir les enseignants? Est-ce qu'on peut soutenir les professeurs? C'était une de mes questions. Justement, de quelle manière? Et c'est certain que quand on donne trop l'idée que c'est neurologique, donc on ne peut pas faire grand-chose derrière ça. Alors que non, au contraire, le cerveau d'un enfant, ça peut se développer. Alors peut-être que dans certains cas, la médication, c'est la meilleure manière d'aider l'enfant. Et heureusement qu'on a de la médication dans certains cas. Mais par contre, dans d'autres cas, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'on va aider l'enfant à mieux gérer son anxiété, mieux gérer ses pulsions motrices? Regardez, je donne un chiffre. Il y a 4 fois plus de garçons qui sont atteints du TDAH que de filles. Si c'était vraiment quelque chose, un trouble, on devrait retrouver plus ou moins les mêmes nombres de personnes, quels que soient les sexes des deux côtés. Donc, quand on a une si grande différence, c'est qu'il y a probablement d'autres effets qui sont mal compris. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mal diagnostiqués, je dis qu'ils sont mal compris. Et entre autres, les garçons ont de la testostérone. Donc, au moment où on se sent éventuellement dans une situation délicate, désagréable, il y a de l'anxiété, la testostérone va faire en sorte qu'on va bouger beaucoup plus. Et c'est une réaction qui est tout à fait normale. Mais si, de nouveau, comme je reviens tantôt, on ne voit pas le moment où l'enfant va figer, il va procrastiner dans son travail, il va avoir de la difficulté à se mettre à faire son devoir, il va, se mettre à aller dans les toilettes pour pouvoir être isolé, tout seul. Donc, si on ne voit pas les moments où l'enfant est figé, si on ne comprend pas que la pulsion motrice, c'est la première communication du garçon. Les garçons, on est moteurs beaucoup plus que les filles. Les filles sont plus relationnelles que nous. Donc, automatiquement, c'est certain qu'on risque de passer à côté de plein de choses, d'où l'importance de regarder avec des équipes multidisciplinaires, de se poser des questions et ne pas aller trop vite en affaires parce qu'on rencontre les critères. Santé Canada a fait une enquête en 99 auprès des médecins et ils se sont rendus compte que les critères étaient beaucoup trop inclusifs. C'était trop facile de rencontrer les critères justement du fameux DSM-4 pour la définition du TDAH. C'est malheureux, c'est presque déjà terminé, Dr Monzi, mais est-ce que, rapidement, est-ce que le Ritalin peut causer une dépendance? Est-ce que quand j'aurai des enfants, par exemple, est-ce que à leur donner du Ritalin très jeune, ils développent
cette dépendance, comme la En cocaïne? fait, il n'y a pas une dépendance comme la cocaïne, dans le sens où ce n'est pas une dépendance physiologique qui va opérer, c'est une dépendance qui est due en fait à un retard de maturation qui va se prolonger. Je prends un exemple. Quand vous avez une jambe cassée, vous allez avoir un plâtre et vous allez avoir une atrophie musculaire qui est tout à fait normale. Et vous allez avoir, après, aller faire des séances de physiothérapie pour remuscler votre jambe. C'est la même chose dans le cerveau. Quand on n'utilise pas de manière naturelle une partie de notre cerveau, c'est certain qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce que les neurones continueront à travailler? Il y a un médicament qui fait la job à notre place. Et donc, à ce moment-là, si éventuellement on met de la médication pour un enfant, il faut absolument mettre d'autres choses en place pour aider l'enfant à ce que son cerveau se développe en parallèle, et avec un peu de chance, on arrivera à éviter justement des problématiques qui vont rester en fait tout au long de la vie parce qu'on n'aura pas aidé l'enfant à se développer normalement. Merci, Dr Monzé. Avec plaisir. Toujours un plaisir. On se revoit bientôt. Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Restez là à la maison. On revient tout de suite après la pause et on parle des organisatrices communautaires C3S des Pays d'en haut. On parle d'organismes communautaires. À tout de suite. La Farandole, c'est plus qu'une boulangerie française. Ouvert de 7h jusqu'à 19h, tout comme notre comptoir de pâtisserie, brioches, muffins et divers pains maison. Venez savourer nos petits déjeuners dans notre restaurant champêtre, sans oublier notre salon de thé convivial. Chez nous, pas de micro-ondes, pas de chimie, ni de gras trans. La Farandole, c'est naturel.